Je vais vous présenter quelques diapositives sur la nouvelle version de CIDES. Alors, on n'aime pas trop l'appeler comme ça parce qu'en réalité, c'est une refonte complète de l'application. On a complètement réimaginé la plateforme CIDES afin de bien tenir compte de, comment dirais-je, de l'expertise qu'on a tous, tant au niveau des scolarités qu'au niveau des enseignants, des enseignants responsables et des étudiants, pour essayer d'avoir une plateforme qui est vraiment métier, qui correspond à nos attentes. Alors, c'est ambitieux toujours de réécrire une plateforme, de repenser une plateforme. Mais pourtant, on s'est lancé dans cette aventure avec comme moteur principal, effectivement, être capable d'évaluer les connaissances, le raisonnement clinique et les compétences. Et donc, il a fallu essayer de masteriser tout ça tout en suivant la construction de la réforme. Et je remercie beaucoup Marc pour le temps qu'il consacre à l'UNES afin qu'on soit dans le tempo. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles fonctionnalités? Alors, il y en a beaucoup. Bien sûr, je viens de le dire, pour les enseignants, une nouvelle docimologie. Et pour les étudiants, des nouvelles fonctionnalités, des choses qui sont le retour d'expérience. Et on l'a fait avec des groupes d'étudiants, avec des marqueurs, un bloc-notes, des éléments opérationnels pendant les épreuves. Et puis surtout, un outil pour les étudiants qui va changer le stress, je dirais, pendant les épreuves. C'est la possibilité de poursuivre son examen, même s'il y a une interruption ou un dysfonctionnement du Wi-Fi dans l'amphi. Les étudiants continuent à composer. C'est une technologie particulière qu'on a utilisée. Bien sûr, il faut se reconnecter à un moment donné pour récupérer les résultats de l'étudiant, mais on peut même récupérer la tablette à la fin et récupérer donc les notes, les réponses de l'étudiant. Pour les scolarités, on a fait un énorme effort, et je laisserai peut-être Christian Boissier en parler, parce que c'était un sujet pour nous, afin de faciliter la gestion des épreuves, leur planification, avec des agendas partagés au niveau régional, au niveau national, afin qu'on puisse agencer les épreuves en tenant compte de considérations extérieures à notre faculté ou internes à notre faculté. Il y a des éléments aussi de communication entre les personnes durant les épreuves, la possibilité pour l'étudiant de contacter pendant l'épreuve via l'interface un surveillant ou un enseignant, de telle façon à fluidifier tout ce process qui se déroule tous les jours dans toutes nos facs et qui est devenu vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, il y a eu cette dimension fonctionnelle pour chacun, ça c'est clair, mais surtout, on a réfléchi, on a repensé à des éléments très importants qu'on a appelé tout d'abord sur la sécurité. Il faut savoir que tout est entièrement crypté de bout en bout. Le seul moment où c'est pas crypté, c'est quand on a l'écran qui s'affiche. Et ça, c'était un élément très important aussi pour que les épreuves soient cryptées. L'autre élément qui était important aussi, c'est qu'on sait qu'on va avoir une stabilité maximum de chaque outil et pas devoir interrompre l'accès à la plateforme parce qu'on fait un examen national, par exemple, ou de bloquer les banques d'entraînement pendant qu'on fait des examens. Donc, il y a cette notion de modularité. On a bien sûr, comme je vous l'ai dit, voilà, la résilience, ce qu'on appelle l'offline, avec une technologie que certains seront très curieux de découvrir. Moi, j'ai trouvé ça très passionnant, avec une base de données intégrée dans la tablette et là aussi cryptée. Donc, c'est vraiment du haut niveau informatique. Et bien sûr, le passage à l'échelle avec un examen pour 3 étudiants ou pour 3000 ou pour 10 000. Ça fait partie de l'architecture de ce très beau projet voilà, que développait l'UNES. Je précise d'emblée que ce contenu est un contenu en code open source et que nous allons voilà, continuer à travailler dans cet esprit pour ne plus avoir aucune contrainte de licence autour de ça et en pouvoir le diffuser, le faire évoluer librement dans notre monde universitaire. Alors, de quoi est constituée cette entité sous forme de modules? Certains d'entre vous ont déjà entendu passer des mots. Voici les mots officiels des différents modules. Alors, pourquoi on les a séparés en modules? Je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi sur le plan fonctionnel, ce n'est pas toujours les mêmes acteurs. Et c'est donc important de bien voir comment ça fonctionne. Le premier module, c'est le studio. C'est là où on va créer les éléments. On va vous le montrer tout à l'heure, des preuves avec
inclut les écosses, puisqu'on considère que les écosses font partie maintenant de l'évaluation. Et donc, vous avez des fonctionnalités qu'on va vous montrer qui permettent, comme vous le savez le faire pour la plupart d'entre vous déjà, créer des contenus d'épreuves et voire même planifier des épreuves sur le studio. On a le planificateur dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de préparer à l'avance des examens, les planifier, y inscrire les étudiants, inscrire le contenu, des choses qui existent déjà. Mais là, on l'a défini comme étant le planificateur, donc c'est surtout l'outil des scolarités. On a le superviseur qui est un outil qui supervise les épreuves sur examen, pendant l'examen. Voilà, on l'a séparé aussi pour des raisons de présentation, mais c'est un module à part entière qui permet le suivi en cours d'épreuve et suivi d'épreuves et d'échanges entre des centres d'examen s'ils sont plusieurs. Le module examen qu'on appelle aussi le player et qui est vraiment le module qui permet sur les tablettes de jouer les épreuves. Et on a aussi un module de notation qui est pas quelque chose de très important puisque c'est la sortie avec les notes des étudiants. Et avant cette sortie des notes, il y a tout un pré-traitement que vous connaissez et qui est basé sur l'expérience qu'on a depuis 2013 pour ceux qui ont commencé au tout début à utiliser la plateforme d'examen. Alors, cette diapositive est très importante. C'est une diapositive sur la temporalité. Alors là, je vous ai vendu la voiture entièrement terminée, parfaitement opérationnelle, etc. Donc, vous avez bien compris que ce n'était pas si simple, qu'on avait de nombreuses contraintes à tous les niveaux et que du coup, la plateforme, elle démarre par module, progressivement, avec comme objectif d'être pleinement opérationnelle à tous les niveaux, à coup sûr pour septembre, et vous allez voir un peu avant. Alors, l'élément de départ qu'on va ouvrir, ça nous a paru logique, c'était le studio qui permet la création de contenu. Donc, au mois de mai, eh bien, le studio va s'ouvrir dans un mode opérationnel et il sera possible de saisir des questions à l'avance, de travailler, de s'entraîner, de s'approprier cet environnement, donc très, très prochainement. On a ensuite, en juillet, et on est contraint en termes de temporalité, etc. Et c'est en juillet qu'on va ouvrir les autres modules, en gros, avec justement la mise en place du planificateur, du superviseur, de l'examen et de la notation. Alors, c'est probablement pas, on va en discuter, la période idéale pour s'approprier la plateforme, et au demeurant, c'est quand même le moment où la plateforme est la moins sollicitée, et pour ceux qui ne sont pas en vacances, c'est aussi un moment où on peut se pencher là-dessus. Mais on va y revenir parce que je vais vous faire des propositions à chacun. Et puis voilà, en théorie, à partir d'août, pour ceux qui auraient des épreuves en août, il y aura une autonomie complète, comme aujourd'hui, pour réaliser vos examens. Donc notre objectif, je vous l'ai dit, c'est essentiellement septembre, pour que ce soit effectivement opérationnel pour tous, mais il est très clair qu'il va falloir anticiper tout ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que il y a quelques questions dans le chat, mais c'était plutôt pour Marc, j'ai l'impression. Donc, je vais continuer. Alors, connexion au module CIDES évaluation. Donc ça, c'est effectivement le module d'examen pour le passage des épreuves. Alors, on a prévu dans le cours de la présentation de vous faire des captures d'écran pour être pour être certain qu'il n'y ait pas de souci, qu'il y ait une trace enregistrée, que ça fonctionne bien. Mais on a aussi une vidéo qui est ici et que je vais lancer en espérant que ça fonctionne. Alors, je vais arrêter le partage de cet écran pour basculer sur mon navigateur. Voilà, et je vais cette fois partager. Donc, on va se mettre dans la peau d'un étudiant qui passe une épreuve et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, je partage le bon écran. Voilà. Et vous me confirmez que vous entendez bien le son dans le chat ou en prenant la parole. Le premier écran qui s'affichera est la sélection des examens. Bon, merci. On entend bien. Et dans un tableau se trouve la liste des examens que vous devez passer avec l'université
la date de début et la date de fin de chaque examen. Sélectionnez l'examen que vous voulez passer, puis cliquez sur « Continuer ». Saisissez votre code de lancement qui vous aura été envoyé par un surveillant sur le chat que vous pouvez trouver en bas à droite de votre écran. Cliquez sur « Commencer » pour ouvrir l'examen. Le tableau de bord de votre examen s'affichera. La barre d'outils se trouve sur le côté droit de l'écran avec plusieurs fonctionnalités. Avec le paramètre d'affichage, vous pouvez ajuster la taille de texte et changer le thème de votre écran. À travers le chat, vous pouvez envoyer des messages à votre surveillant et communiquer avec eux. L'horloge vous offre 3 options différentes. Une horloge traditionnelle, un chronomètre ou un minuteur que vous pouvez facilement régler pour mieux gérer votre temps. La calculatrice est basique pour faire des opérations simples. Celle-ci sauvegarde les équations et leurs résultats. Vous pouvez effacer l'historique à tout moment. Le bloc de notes vous permet de rédiger des notes pour chaque question. Vous pouvez enregistrer ces notes et revenir sur celles-ci plus tard pour vérifier ce que vous avez écrit. Vous pouvez aussi modifier les notes que vous avez déjà enregistrées. Toutes les questions de chaque élément d'épreuve de votre examen sont affichées ici. Dans ce cas-là, il y en a 14. Les questions en gris sont celles qui n'ont pas encore été répondues, et en blanc est indiquée la question sur laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur l'examen dans le tableau de bord, comme par exemple sa durée et votre progrès. Cette barre-ci vous permet de voir votre progrès général dans l'examen, ce qui est utile si vous avez plusieurs épreuves à passer. Pour chaque épreuve, il est affiché plus en détail combien de questions ont été enregistrées, combien de questions il vous reste à répondre, et combien ont été marquées ou ont des notes. Pour commencer à répondre, cliquez sur l'épreuve sélectionnée. Les questions à répondre sont affichées dans la barre d'outils. Vous pouvez ensuite lire les questions, sélectionner là où les réponses et cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre progrès. Une fois une question enregistrée, elle sera marquée en bleu dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi marquer une question dans laquelle vous pensez vouloir revenir. Ou rédiger des notes et les enregistrer. Toutes les notes que vous avez enregistrées sont disponibles ici sous forme de liste. Vous pouvez les ouvrir et les modifier à volonté. Pour retourner au tableau de bord, cliquez sur le bouton bleu en haut à gauche de l'écran. Une fois votre examen terminé, vous pouvez le soumettre en cliquant sur le bouton « Soumission finale », puis en confirmant votre soumission. Un message apparaîtra pour confirmer que votre examen a bien été soumis. Vous pouvez ensuite vous déconnecter. Ok, alors j'arrête le partage. Voilà, donc c'était important pour nous de vous faire cette démo parce que je trouve que c'est très parlant. Je remercie ceux qui s'en sont chargés. Hein, vous avez vu le logo de l'Université de Christian-Boissier de Saint-Étienne et la participation aussi. Je crois que c'est une étudiante qui nous a aidé à faire Christian, je crois que c'est une étudiante qui a fait cet enregistrement. C'est bien la preuve qu'on a travaillé tous ensemble. Voilà, alors du coup, voilà. Christian, vas-y, je t'en prie, un petit mot de ta part. Non, voilà, c'était simplement pour confirmer que c'est extrêmement simple et que généralement les étudiants, au bout d'1 à 2 minutes, ils prennent complètement possession de l'outil, ça ne leur pose aucun problème. L'ergonomie est extrêmement simple. Ok, merci Christian. Alors moi, j'ai plus le chat sous les yeux, donc s'il y a des questions, vous prenez la parole, soit Christian, soit Jean-Charles. Alors, oui, rapidement, bon, on a gardé des diapos au cas où la vidéo ne marche pas parce qu'on est très prudent. Je vais quand même y passer très, très vite. Donc, on n'avait pas d'iconographie, mais bien sûr, les iconographies fonctionnent. Il n'y a pas de souci.
Voilà. Alors, on va maintenant présenter le studio, qui est la partie création des épreuves par les enseignants. Donc, c'est très, très riche comme espace. C'est un espace qui permet effectivement d'aller jusqu'à créer une épreuve d'Écosse complète, intégralement, ou simplement une simple question à réponse unique. Et donc, on a cherché à mettre dans un même environnement toutes ces fonctionnalités, en tenant compte, bien sûr, de la coécriture des contenus. Et puis, surtout, vous allez voir, en insistant sur l'importance de ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les données qui viennent compléter les questions, soit parce que c'est en lien avec un item de connaissance, avec une situation de départ. On a voulu vraiment rendre ces liens très indispensables pour que, effectivement, que ce soit pendant une épreuve ou en correction, l'étudiant puisse retrouver les connaissances à acquérir, qu'il fasse bien le lien avec les situations de départ. Et donc, on insistera sur l'importance de saisir effectivement toutes ces informations, même si c'est un peu laborieux, mais c'est vraiment trop dur de le faire après. Donc, au-delà de ça aussi, dans ce même studio, il est possible de créer une épreuve, et on va vous le montrer. Donc, les interfaces se veulent très épurées. Ça a été un choix qu'on a fait, des interfaces très épurées et des boutons explicites pour justement que les choses soient bien claires lorsque vous arrivez sur la plateforme. Donc ça, c'est effectivement le tableau de bord du studio avec tous les éléments et effectivement, on peut créer des épreuves, on peut créer directement une station d'Écosse, on peut gérer des éléments d'épreuve, on peut créer une gestion des évaluations, créer l'équivalent d'une petite épreuve. Et puis, il y a d'autres éléments de collaboration et puis de liste de bibliothèques assez sophistiquées qui seront paramétrés d'office pour vous, mais qui permettent d'aller de façon assez fine dans certains éléments de paramètres pour les utilisateurs avertis. Mais au départ, on peut partir avec un contenu standard. Mais Christian Boissier, qui a beaucoup travaillé sur ce concept-là, aura peut-être un petit mot à dire. Bon, voilà, donc création d'éléments d'épreuve, on vous met juste ça parce que ça nous paraît quand même important. C'est très simple à utiliser. Voilà, vous devez créer un élément d'épreuve. C'était le bouton 1 qu'on a vu là, création d'éléments d'épreuve. Eh bien, je rentre le nom de l'auteur, éventuellement les co-auteurs, les relecteurs, ma spécialité ou les spécialités concernées par les questions, et puis le type d'épreuves qui sont listées sur la gauche ici et qui vous permettent de choisir les épreuves concernées. Voilà. Et puis on avance avec un titre de l'épreuve, ça c'est indispensable, du contenu, la question, un sous-titre et des options de paramètres ici qui sont optionnels. Vous avez remarqué qu'on a toujours un bandeau en haut, assez discret, mais qui est très fonctionnel, avec une première information, lien, contenu, en fonction de l'endroit où vous êtes. Toujours dans ce bandeau du haut, vous avez les éléments importants. Donc là, information sur l'élément que vous créez. Les liens, j'en ai beaucoup parlé, j'insiste énormément, parce que c'est toute la valeur intelligente ensuite de réutilisation des questions, de suivi des questions. Eh bien, c'est le lien avec les métadonnées. Et donc, du coup, il faudra les rentrer, c'est indispensable. Et sur la partie contenu, alors vous voyez, j'ai cliqué sur contenu, mais voilà, on est vraiment sur une interface très intuitive avec le type d'épreuve ici dans un menu déroulant. Donc ça, c'est très pratique de pouvoir changer. Et puis, d'autres petites astuces qu'on vous laissera découvrir qui sont très fonctionnelles. Et en particulier, voilà, on copie-colle éventuellement les énoncés, c'est vrai, c'est faux, et on peut avoir les outils dont on a l'habitude. L'insertion d'iconographie se fait assez simplement, avec effectivement, j'inclus une image, j'inclus un tableau, j'inclus une vidéo dans cette interface. Donc, on pense qu'il y a très peu de formation nécessaire pour qu'un enseignant soit autonome sur cette interface. Du moins, ça a été réfléchi de cette façon. Alors là, sur l'aspect spécifique de la création des Écosses, j'ai davantage envie de laisser la parole à Christian Boissier, tout d'abord parce qu'il est un des architectes, ce n'est pas l'architecte organisationnel de ces Écosses, et je pense que ça intéresse pas mal de personnes sur le concept de la création de ces Écosses. Alors là, il s'agit de la création des Écosses, d'accord? Donc on crée des stations.
Vous allez voir qu'on va aller jusqu'à l'édition des fiches et des grilles, etc. Donc ça va jusqu'au bout, mais ce n'est pas une interface pour l'instant de supervision d'Écosse. C'est quelque chose qui va arriver après dans la partie supervision, mais là, c'est juste la partie création. Et on espère que cet outil va permettre d'aider les enseignants à commencer à travailler sur les Écosses et à les partager. Donc, sur l'esprit d'Écosse, là, donc j'ai envie de laisser la parole. Alors, soit à Marc qui nous reprécise certains éléments sur les Écosses, soit à Christian Boissier si on va plus sur la présentation de l'interface. Je ne sais pas ce que vous préférez. Ben, juste sur la présentation de l'interface, l'interface, elle est extrêmement simple et elle permet de ne rien oublier dans la description d'une station d'Écosse. Et puis, avec la bibliothèque de liste, quand tous les liens entre les situations de départ, les attendus d'apprentissage seront fixés au niveau national, eh bien, ces liens seront automatiquement incrémentés dans la bibliothèque de liste qui est toujours paramétrable et qui va faciliter le travail de conception. Cette interface, elle permet de décrire le rôle de tous les intervenants, aussi bien tous les détails pour celui qui va évaluer que pour le patient simulé, voire même dans certains cas, on nous a demandé qu'il y ait un accompagnant au patient simulé, si c'est quelqu'un qui a des troubles d'expression ou s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson qui devrait jouer le rôle du patient simulé. Voilà, tout est fait pour que celui qui rédige, eh bien, il ait toutes les informations à donner. Toutes les échelles peuvent être paramétrées. Et enfin, ça va délivrer des fiches aussi bien pour le patient simulé, son accompagnateur dans le cas où il y a un accompagnateur, l'étudiant qui doit passer cette station d'Écosse et également donc l'évaluateur et la fiche intendance pour que les gens qui sont en charge de la préparation des Écosses et l'ensemble des informations nécessaires au déroulement de cette Écosse. Voilà. Merci Christian, merci beaucoup. Ce que je propose peut-être, c'est de laisser la parole à Marc. Donc Marc, je vais arrêter mon partage d'écran et puis je vais voir si je peux te donner la main. Ok, voilà Marc, normalement, si tu prends la main, tu peux... Je ne sais pas Marc si tu étais là avec nous. Je ne sais pas, Marc, on n'a pas de chance aujourd'hui. Alors, il y a des questions, Christian, peut-être le temps que Marc se connecte. Oui, il y a la possibilité pour tous les examens paracliniques qui sont à donner à l'étudiant. On peut marquer qu'on donnera un format papier ou on peut mettre le document, qu'il s'agisse d'une radio, d'un scanner, d'un résultat biologique, on peut le mettre dans la station d'Écosse. Alors, je vois que Marc a du mal à se connecter, donc peut-être pour avancer sur ces Écosses et aussi à titre formatif, je vais vous passer une vidéo, bien sûr les liens sont toujours actifs, que certains d'entre vous ont vu et qu'a réalisé Christian Boissier qui vous explique tout cet enchaînement. Moi, je pense que c'est important de prendre quelques minutes pour le voir. Elle fait combien ta vidéo, Christian? 8 minutes, je crois. Quelque chose comme ça, oui. D'accord. Donc, du coup, je vais la lancer. Vous allez voir, c'est très bien fait. Donc, je vais partager mon navigateur. Voilà.
je partage et je bascule sur... Alors, moi, hop, pas si pratique tous ces trucs-là. Voilà, exemple Écosse, je reviens en plein écran et s'il y a un problème de son, vous intervenez. Nous allons, à partir d'un exemple concret, voir comment procéder pour rédiger une station d'Écosse. Avant de vous lancer dans la rédaction d'un scénario d'Écosse, vous devez vous demander quelles sont les informations indispensables que vous devez rassembler pour pouvoir commencer à travailler et comment utiliser ces informations dans l'outil Studio. En premier lieu, vous devez déterminer quel est le domaine parmi les 11 qui ont été définis, celui que vous voulez évaluer. Prenons par exemple le premier d'entre eux, l'interrogatoire et l'entretien. Vous devez ensuite vous demander dans quel contexte vous allez situer cet interrogatoire en choisissant une des 360 et quelques situations de départ qui ont été définies. Choisissons par exemple la claudication intermittente d'un membre. Enfin, vous devez déterminer l'objectif de connaissance que vous allez ainsi explorer et préciser l'item dont il relève. Dans le cas que nous avons choisi, l'objectif serait connaître les manifestations cliniques et la classification de l'AOMI et savoir évoquer les diagnostics différentiels tels qu'ils ont été définis dans l'item 225 du référentiel du deuxième cycle des études médicales. On voit bien à travers cet exemple qu'il existe une intrication entre l'évaluation des connaissances et des compétences. L'une ne va pas sans l'autre. Vous préciserez ensuite quelles sont les compétences génériques que vous allez mobiliser, là aussi, dans la liste officielle des compétences génériques. Vous pouvez en choisir plusieurs, en vous limitant toutefois à 3, compte tenu du temps alloué au déroulement d'une station d'Écosse. Ici, j'ai choisi d'explorer les compétences de clinicien et de communicateur. Il vous reste ensuite à lister de façon exhaustive les attendus que vous allez prendre en compte, que certains désignent sous le terme de compétences spécifiques et d'autres d'attendus d'évaluation. Pour chaque élément qui sera pris en compte dans votre grille, vous allez devoir préciser le poids de celui-ci dans votre grille de notation, c'est-à-dire le coefficient, ainsi que pour chaque attendu ou compétence spécifique, la déclinaison précise que vous voulez voir évoquée par l'étudiant. Enfin, pour que toutes les évaluations soient parfaitement reproductibles, vous devez avoir défini l'échelle de notation dans son expression, fait ou non fait par exemple, mais aussi dans le score qui lui est affecté, 0 ou 1 par exemple. Vous aurez également besoin d'avoir défini si vous avez besoin de documents, et si oui, lesquels. Prenons dans notre exemple les résultats d'un bilan lipidique. Vous devrez avoir un document, de préférence au format numérique, pour le faire figurer dans votre station. Si vous avez besoin d'accessoires, vérifiez que ceux-ci figurent bien dans la liste des accessoires mentionnés dans la bibliothèque. Sinon, rajoutez-les. Olivier, on a perdu le son. Olivier, je pense que c'est parce que tu as coupé ton micro. Excuse-moi. Voilà, excusez-moi. Vous allez pouvoir aller sur Studio. Cliquez sur le bouton Bibliothèque de liste. La barre de menu vous donne la liste des différentes rubriques de cette bibliothèque. 3 onglets sont plus concernés par les Écosses. Ce sont les 3 derniers. Le premier d'entre eux concerne les liens de compétences. Cliquez sur l'un des onglets qu'il contient. Vous
visualisez directement sa déclinaison. Cliquez sur l'une de ces déclinaisons, vous visualisez immédiatement sa description. Si vous voulez rajouter un élément dans cette description, cliquez sur le crayon en regard de cette liste. Vous pouvez modifier les éléments qui sont listés. Ne supprimez pas un élément ou uniquement ceux dont vous êtes certain que vous ne les utiliserez jamais. Par contre, si l'un de ces éléments situés dans cette liste apparaît ne devoir intervenir que dans un nombre limité de scénarios, laissez-le. Dans chaque scénario que vous rédigerez, vous pourrez le masquer en lui affectant un coefficient de 0. Vous pouvez également rajouter un élément supplémentaire en cliquant sur le bouton « Ajouter un label ». Il vous suffit ensuite d'inscrire et de sauvegarder votre modification en cliquant sur l'icône « Enregistrer ». Toutes les listes de la bibliothèque sont conçues de la même manière. Cliquez maintenant sur « Tableau de bord ». Vous voilà à nouveau sur le menu principal. Cliquez sur « Créer un Écosse ». Vous allez maintenant renseigner chaque onglet, le plus souvent en faisant appel à un menu déroulant qui puise ces informations dans la bibliothèque de liste. Parfois, il y aura des cases à cocher ou plus fréquemment, des informations à renseigner en texte libre. Dans notre exemple, nous allons rédiger un Écosse pouvant servir aussi bien pour former des étudiants que pour les évaluer. Renseignez bien complètement cette page jusqu'à voir apparaître l'identifiant de votre scénario qui va permettre de le sauvegarder et de le référencer. N'oubliez pas à chaque page d'enregistrer ce que vous avez renseigné. En cliquant sur « Enregistrer et continuer », vous progressez tout en ayant sauvegardé les informations que vous venez de rédiger. Dans cette page, 3 onglets doivent être renseignés. Situation de départ, domaine d'évaluation et objectifs de connaissance liés à l'item. Dans notre exemple, nous avons repris les éléments que nous avions définis, comme situation de départ, la claudication d'un membre, comme domaine d'évaluation, l'interrogatoire, comme objectif de connaissance, en écrivant l'item 225, nous avons retrouvé tous les objectifs de connaissance de cet item et nous avons pu sélectionner celui qui nous intéresse ici. Les onglets Informations et Liens étant remplis, nous entrons dans la rédaction du scénario proprement dit. Nous allons devoir préciser les données à fournir à l'évaluateur et les consignes à donner à l'étudiant. C'est ce que nous avons fait, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Pour l'examinateur, nous avons donné non seulement le problème, mais également la solution de celui-ci. Et pour l'étudiant, uniquement les informations qu'il doit connaître, c'est-à-dire le motif de demande de rendez-vous, ainsi que le rôle et le contexte dans lequel il doit intervenir, en lui mentionnant bien ce qu'on attend de lui. Si dans l'onglet « Examen complémentaire », vous précisez que vous aurez besoin d'un document ou d'une lettre, un tableau s'ouvre automatiquement devant vous. Vous allez alors préciser le type de document que vous allez utiliser. Le résultat, c'est destiné exclusivement à l'examinateur et vous pourrez télécharger ce document au format numérique dans votre station d'Écosse. Vous allez ensuite lister les accessoires dont vous avez besoin en cliquant sur l'onglet « Ajouter un accessoire ». Soyez précis dans la liste des accessoires que vous souhaitez. Celle-ci permettra aux personnes en charge de la mise en place de la station d'Écosse de bien préparer la salle qui va servir à cet effet. Vous pouvez enfin rajouter une consigne spécifique pour l'étudiant si vous le jugez nécessaire. Dans l'onglet « Consignes d'évaluation », vous allez faire appel aux compétences que vous voulez évaluer, compétences génériques et compétences spécifiques ou attendues.
Pour chacune d'elles, vous allez préciser le modèle de grille et l'échelle que vous souhaitez voir appliquée, ainsi que le coefficient, comme vous le voyez sur cet exemple. Vous procéderez de la même manière pour les compétences spécifiques ou attendues. Vous entrez ensuite dans la description des consignes à donner aux patients simulés. Les différents onglets qui vous sont proposés vous permettent de décrire le personnage que va incarner le patient simulé. Vous préciserez son habitus, sa situation de famille, ses antécédents, vous préciserez ses habitudes de vie, le traitement qu'il suit, les éventuelles allergies connues et dépendances ou addictions qu'il a. Vous préciserez également son installation. Par exemple, le patient va attendre le médecin, il est assis sur une chaise dans la salle d'examen. Vous pourrez mentionner certaines caractéristiques ou même la façon de débuter l'entretien. Pour les documents qui seront en possession du patient simulé, vous préciserez à quel moment il doit les donner à l'étudiant. Si le patient simulé est accompagné par une personne tierce, cochez « Patient accompagné ». Vous devrez alors renseigner une fiche additionnelle. Dans notre exemple, nous n'en avons pas besoin. Vous passerez alors à la description précise du motif de consultation en précisant l'évolution des symptômes. Vous décrirez également l'état d'esprit du patient simulé au cours de la consultation et son comportement vis-à-vis des conseils qui lui sont promulgués. Vous indiquerez les questions qu'il doit poser, questions que vous avez au préalable listées dans la bibliothèque de liste et où vous avez mentionné à quel moment le patient simulé doit les poser. De même, vous pourrez faire appel à la liste des réponses à faire à l'étudiant face à une question précise ou face à une question d'ordre général. Enfin, si nécessaire, vous pourrez donner des consignes supplémentaires aux patients simulés. L'ensemble des informations fournies. Vous pourrez imprimer les fiches qui auront été générées automatiquement à partir de vos informations. Vous pourrez également visualiser vos fiches. N'oubliez pas, avant de terminer, de sauvegarder en enregistrant votre Écosse. Pour retrouver votre station d'Écosse et la modifier, par exemple, à partir du tableau de bord, vous allez cliquer sur « Gestion des éléments d'épreuve ». Vous visualiserez alors toutes les stations d'Écosse que vous avez créées. Vous pourrez imprimer, dupliquer, supprimer ou visualiser chacun de ces scénarios ou le compléter si vous vous étiez interrompu en cours de création de celui-ci. Voilà, j'espère que cet exemple vous permettra de construire plus facilement des stations d'Écosse et de les créer avec l'outil Studio. Je vous remercie pour votre attention. Ok, Christian, tu as vu, tu avais quelques questions. Alors moi, j'ai vu passer d'autres questions aussi sur la bascule de plateforme, mais peut-être répondre aux Écosses, Christian, tant qu'on est. Voilà, possibilité d'indiquer au patient simulé ce qu'il peut dire de manière spontanée ou seulement en réponse. On a prévu la possibilité de lui donner des consignes pour répondre soit à des questions d'ordre général et puis aussi lorsqu'il ne sait pas exactement ce qu'il doit dire. Oui, on espère avoir prévu le maximum de choses. Mais c'est possible dans le descriptif pour guider de façon le plus précisément possible celui qui va jouer le rôle du patient simulé. Les fiches au format numérique, je pense que oui, c'est du PDF qui est généré. C'est du PDF qui est généré. Et bien entendu, dans l'avenir, ça partira sur tablette et ça permettra l'évaluation en direct et d'avoir tous ces formats-là directement sur une interface numérique.
Ok, je vois que Marc est revenu. Donc, Marc, tu peux activer ton micro. Je pense que c'est le moment où jamais de nous parler des Écosses. Et moi, je répondrai aux questions sur la bascule de la plateforme, bien sûr. Très bien. Ce que je vous propose, c'est que j'ai parlé des Écosses et des liens. Vous m'entendez là? Ça va? Oui, très bien. Et des liens sur le diaporama. Si tu me donnes l'occasion de lancer mon diaporama, ça me donnera Normalement, l'occasion de tu faire prends un la tour. main. OK. Alors, voilà. Voilà, parfait. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Excusez-moi pour ces hésitations. Je vais vous présenter quelques éléments de contexte et des nouvelles. Et puis répondre. J'ai copié un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat. Ça me donnera l'occasion de vous répondre directement aux questions qui ont émergé de la discussion antérieure. Alors, quelques éléments de points d'étape sur les opérations en cours et sur le Vademecum dont je vais faire la promotion si vous ne l'avez pas déjà reçu. Donc, le calendrier, nous l'avons vu tout à l'heure avec Olivier. On reprendra les éléments de la fiche synthèse LISA avec Luc Mouton tout à l'heure. Je voudrais vous donner des nouvelles du groupe Remarquable qui est coaché par Alexis Régent, Natacha Katlup et Damien Roux, ainsi que les rédacteurs des différents collèges du CNCEM sur les situations professionnelles de départ, qui sont actuellement en augmentation régulière, à la fois reçus, relus et finalement finalisés, et qui vont bientôt pouvoir rentrer dans le process, en tout cas dans la plateforme qui vous a été démontrée. Le but, et je pense que nous tiendrons le délai des fiches, eh bien, est prévu pour le mois de juin, de telle sorte que les différentes équipes puissent jeter un petit coup d'œil, se les approprier au cours de l'été pour progressivement les mettre en place au cours de l'année prochaine. Ça me donne l'occasion de répéter ce que Olivier vous a dit tout à l'heure. Cette réforme est une réforme ambitieuse et que la première année, eh bien, ce sera une année où tout le travail généré, toute l'acculturation que nous faisons depuis un an et demi commence à produire ses effets. La première année sera, à mon avis, très honorable vu ce que je vois de l'engagement des différentes équipes. Nous allons mettre en place, grâce à l'UNES, un grand nombre d'aides, un certain nombre de fichiers partagés qui aideront beaucoup l'ensemble des équipes pédagogiques à acquérir ce niveau minimum d'expertise à la fois dans la formation des formateurs, j'en ai déjà parlé, mais aussi sur l'utilisation immédiate des outils et du contenu pédagogique. Et c'est là tout le grand intérêt d'une plateforme commune. J'y reviendrai tout à l'heure en disant un mot du studio relatif aux rédactions de scénarios. Alors, la diapositive suivante pour vous donner quelques informations. Le professeur Dio vous a effectivement parlé du décret en Conseil d'État qui va donc partir en navette et pour lequel les arrêtés qui vont avec, qui expliquent finalement le décret en Conseil d'État, sont en voie de finalisation. Nous terminerons, je pense, le mardi prochain, la toute fin de la rédaction, de toute façon, qu'elle parte compléter la navette et le dialogue que nous aurons avec le rapporteur du Conseil d'État. Alors, quelques éléments pour raccrocher. Je vais d'emblée dans le vif du sujet pour bien expliquer la logique. Vous savez que l'approche par compétence, j'ai eu l'occasion déjà de vous en parler, nous a conduit à finalement regarder la totalité du programme de connaissances de manière un peu différente, car si nous partons sur une logique d'apprentissage, nous devons ajuster notre évaluation à cette logique d'apprentissage. Et que la compétence, qui est un savoir-faire qui évolue tous les jours, eh bien, doit nécessiter que les étudiants soient entraînés à raisonner, je vous en ai déjà parlé, mais aussi puissent être évalués à partir de situations de départ qui sont finalement une manière de regarder une situation clinique d'un patient. Et c'est ce qui aboutit à la rédaction de ces fiches que l'on a classées dans 5 familles différentes. Vous les connaissez. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que ces fiches, telles que vous voyez ici un exemple, seront tous intégralement rentrés
sur la plateforme de l'UNES. Donc, vous retrouverez ces fiches qui sont là en tableur Excel, mais vous les retrouverez à disposition de la plateforme. Et que l'item de connaissance en rapport sera l'élément contextualisé. Là, par exemple, vous voyez, c'est une fiche qui s'appelle créatine augmentée. Et la créatine augmentée, l'étudiant qui devra travailler, qui finalement aura dans son stage ou à la fac l'occasion de démontrer qu'il est performant devant un patient qui se présente avec une créatinine augmentée. Et pour cela, l'étudiant aura tout intérêt, s'il veut apprendre à raisonner, s'il veut comprendre les corrections, l'amélioration que vont lui donner ses enseignants, il aura tout intérêt à avoir lu, appris et métabolisé les items de connaissances, en commençant par les rangs A, sur l'ensemble des numéros d'items de connaissances auxquels font référence cette situation de départ. Donc là encore, on est devant de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire avec une anticipation de la part de l'étudiant à apprendre, à réviser, à maîtriser au moins les rangs A et au mieux les rangs B aussi, mais au moins les rangs A de l'ensemble de ces items de connaissances pour qu'ensuite il soit capable d'évaluer le degré d'urgence de la prise en charge. Il est clair que le défaut de connaissance ne permettra pas ensuite à un étudiant de démontrer dans une station d'Écosse qu'il est capable d'évaluer le degré d'urgence d'une prise en charge, autrement dit, de justifier chacun des éléments cliniques de la situation de départ et de pouvoir expliquer finalement les hypothèses ou pourquoi il considère que tel et tel élément clinique qu'il va découvrir ou quelques éléments biologiques en dehors de la créatinine ou la hauteur de la créatinine augmentée est un élément d'urgence. Et donc, vous avez aussi compris que ces interactions orales de l'étudiant eh bien, sont là pour démontrer qu'il est performant à pouvoir évaluer le degré d'urgence ou qu'il est performant dans l'explication au patient de pourquoi, avec des mots simples, il est capable d'expliquer au patient quelle est la raison qu'il estime être celle ou les hypothèses qu'il émet et quels sont les examens qu'il va falloir réaliser face à ce patient qui vient avec une créatinine augmentée en fonction du contexte, bien sûr. Donc, les connaissances seront systématiquement rappelées comme un programme de révision de l'étudiant avant qu'il n'aborde vraiment la situation de départ de la créatinine augmentée. Alors, la suivante, c'est simplement pour illustrer que nous allons séparer les attendus d'apprentissage dans la famille, puisque créatinine augmentée est dans la famille donnée paraclinique, et puis des éléments plus spécifiques, diagnostiqués de manière adéquate d'insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle ou obstructive. Et à chaque fois, nous y avons mis, vous allez le voir, les compétences que l'on va évaluer, les attendus d'apprentissage d'un côté, et ensuite les compétences qui sont finalement la photographie générale d'un étudiant qui est capable de rechercher et d'évaluer la prise de traitement au cours de l'entretien, de l'anamnèse du patient, ce qui fait de lui un praticien réflexif sur sa pratique. Alors, sur lequel je voudrais insister, c'est que la logique de la plateforme, c'est précisément ce lien majeur qu'il y a à mettre de l'intelligence entre les liens des connaissances, vous les avez vus tout à l'heure, sur lesquels l'étudiant pourra cliquer pour aller directement sur la fiche LISA, lui donner l'élément de synthèse indispensable s'il veut vraiment apprendre à raisonner sur la situation de départ, et ce lien avec la situation professionnelle et les attendus d'apprentissage, de façon à ce qu'il y ait une forme de bornage de ce qui est à apprendre, à parfaitement maîtriser, et puis ce qui relève d'une performance pas forcément attendue, parce que le temps d'une station d'Écosse, c'est court, et qui ne pourra pas étaler sa science pendant 7 minutes. Alors, les attendus d'apprentissage sont pour chacun d'entre eux la base de la création des stations d'Écosse, et vous avez vu sur le tableur précédent qu'il peut y avoir de très nombreuses stations d'Écosse sur la simple fiche créatinine augmentée. Alors évidemment, on ne passera pas en revue la totalité de ces stations d'apprentissage, mais ça reste quand même une possibilité de s'entraîner sur la thématique générale qui est celle d'une créatinine augmentée. Donc, ces éléments-là
seront en lien évident, vous l'avez compris, avec chaque station d'Écosse qui évalue la performance de l'étudiant. Et vous avez vu également que ces attendus d'apprentissage, nous les avons classés dans 11 domaines, qui sont des grandes rubriques, si vous voulez, d'attendus d'apprentissage, urgence, anamnèse, examen clinique, stratégie de prise en charge, communication, stratégie diagnostique, etc. Vous les connaissez, on les retrouvera ensuite dans les modèles d'appariement. Alors, sur lequel je voudrais insister, c'est que nous invitons les facultés à utiliser beaucoup de temps dans leur ingénierie des différentes années à privilégier les Écosses formatives. Les Écosses ont été créées par Arden en 1995 avec un but principal qui était un but de formation, c'est-à-dire une mise en situation d'un étudiant et ensuite un débriefing formatif en lui demandant finalement de justifier ses hypothèses et pourquoi, dans le contexte clinique, il avait choisi telle hypothèse diagnostique plutôt qu'une autre, et finalement de boucler, de fermer la boucle et de faire en sorte que l'on fasse un retour à l'étudiant sur la manière dont il raisonnait. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience d'Écosse, vous savez bien qu'il y a finalement deux manières complémentaires que nous allons utiliser. Finalement, l'ensemble d'items qui sont attendus dans une grille et de l'autre côté, une évaluation globale de la manière dont l'étudiant finalement s'est sorti de la situation et a démontré qu'il était compétent. Eh bien, on utilisera ces deux manières et la note finale d'Écosse sera la synthèse de ces deux notes. Et quand vous regardez les équipes qui ont des dizaines d'années d'expérience des Écosses, on se rend compte que finalement, l'évaluation globale semble la plus pertinente, mais nous maintiendrons, je pense, pendant quelques années, l'évaluation par checklist, parce qu'elle est normée, elle est répétitive, elle est équitable d'un étudiant à l'autre et avec des jurys qui peuvent éventuellement changer. En tout cas, c'est une aide très précieuse sur laquelle on restera. Et ces Écosses formatives, que ce soit en stage ou que ce soit dans des groupes 2D à la faculté, sont essentielles pour contrôler le raisonnement clinique, sa qualité et finalement l'aboutissement de la résolution du problème qu'a eu l'étudiant au cours de sa démonstration. Et je vous invite vraiment à utiliser ces minutes de débriefing, de retour d'expérience auprès des étudiants. Ils vont beaucoup progresser individuellement et le groupe qui écoutera la correction à voix haute, bien sûr, profitera également du retour qui sera fait par les enseignants. Alors, vous l'avez vu, je voudrais honnêtement remercier pour les avoir accompagnés depuis plusieurs mois, toute l'équipe de l'UNES, les ingénieurs pédagogiques, les programmateurs, Jean-Charles Couture qui est arrivé, qui nous aide énormément depuis le début de l'année, et évidemment Christian Boissier que vous avez vu tout à l'heure, a été très, très moteur dans le studio de confection des scénarios, et Eva Ferrier-Lova et l'ensemble du groupe national Écosse qui est en train de travailler sur les normes et sur les choix de la métrique d'évaluation. Et puis, on oublie toujours, mais c'est aussi l'UNES qui va devoir mettre en œuvre, au moins dans les processus, dans l'aide à la décision, l'algorithme d'appariement qui va ensuite rythmer l'entrée dans le troisième cycle. Je voudrais dire un mot sur l'espace de rédaction que vous avez vu, car je voudrais insister, Christian y est passé, il en a parlé, mais je voudrais insister sur le remplissage des métadonnées, qui est la clé de la future bibliothèque. Pourquoi? Parce que cette bibliothèque commune, elle est destinée à toutes les facultés. Et ces fiches, si nous voulons imaginer qu'un groupe pédagogique ait besoin de dire, bon, maintenant, j'aimerais bien avoir quelques scénarios qui vont évaluer finalement la communication interprofessionnelle. Voilà, et voyons ce qu'il y a dans la banque. Et finalement, ces métadonnées vont permettre de choisir des scénarios dans ce domaine d'évaluation des attendus d'apprentissage. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous appropriez un scénario, vous allez le faire passer à 200, 300, 400 étudiants de votre faculté. Vous allez générer ce qu'on appelle la métrique, c'est-à-dire qu'il y aura les performances de tous vos étudiants, la performance de vos patients simulés, la performance de vos jurys d'évaluateurs. Et ceci est très puissant
parce que vous allez ajouter de l'expérience avec des étudiants un peu différents, avec des équipes pédagogiques un petit peu différentes, et vous allez ainsi construire ce qu'on appelle la métrique, c'est-à-dire la photo d'identité de la performance de ce scénario à évaluer l'attendu d'apprentissage. Et nous verrons là-dedans, dans la banque, des scénarios extrêmement efficaces, bien montés, bien construits, qui finalement permettent d'évaluer de façon répétée, sans trop d'écart entre les évaluateurs au cours de la journée, d'une journée à l'autre, avec un jury différent. Bref, tout ce qui est la métrique, c'est-à-dire la carte d'identité d'un scénario. Et c'est là sur lequel je voudrais vraiment insister, ce partage, cette bibliothèque commune de scénarios va être notre richesse et permettra aux facultés qui ont un petit peu d'avance de montrer un petit peu la voie, aux ceux qui finalement sont en recherche de scénarios efficaces et puis de tests de façon à ce que nous ayons dans les années qui viennent une banque robuste, utilisable pour l'ensemble de nos facultés. Et puis à un moment donné, évaluer une créatinine augmentée sur un certain nombre d'attendus d'apprentissage, eh bien, notre but, c'est que la quasi-totalité des étudiants, finalement, soient capables de performer sur cette fiche de situation de départ. Et nous aurions ainsi vérifié que, station après station, l'étudiant aura bouclé le programme de ce que l'on peut attendre de lui raisonnablement dans le cadre de son deuxième cycle qui s'achève à ce moment-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce score de compétences va être distribué sur des domaines d'attendu d'apprentissage, comme le score de connaissances, et qu'il servira probablement à alimenter l'algorithme d'appariement dans un poids qui a maintenant été arbitré, je vous le rappelle, 60% pour les connaissances au contexte, 30% pour les écosses et 10% pour le parcours. Alors, je voudrais dire quand même un petit mot des EDN et des outils de docimologie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ces outils de docimologie sont très performants pour évaluer également le raisonnement. Je pense qu'il là encore, il y a une compréhension qu'il faut que nous ayons tous, c'est que grâce aux outils que nous mettons en place, nous quittons le domaine très limité de ce que l'on fait actuellement avec les 18 DCP et leur QCM, les 120 QI et la LCA telle que l'on l'évalue aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, le conseil scientifique depuis 3 ans évolue très nettement avec une contextualisation de plus en plus systématique, ce qui fait qu'aux EDN de 2023, il n'y aura quasiment plus de questions de connaissances pures. Ce sera des petites vignettes, un petit problème posé à l'étudiant et on évaluera par tous les outils dont je vous ai parlé, on évaluera sa capacité à résoudre le problème à travers un examen sur tablette. Donc, il n'y aura pas que l'ECOS qui permettra de juger de la performance d'un étudiant, il y aura également les outils de docimologie qui, de façon puissante, démontrés dans la littérature depuis près de 20 ans, sont capables de juger de la manière dont un étudiant raisonne, et ceci peut se faire par l'intermédiaire des tablettes. Alors, c'est ce que nous allons faire pour utiliser les ECNP de mars, c'est-à-dire taguer chacune des questions qui ont été composées en grande partie par l'équipe de Limoges, que je remercie, la spécialité bien sûr, les niveaux d'habileté. Alors, je me permets de vous rappeler la pyramide de Bloom, qui est une manière de coter la qualité de votre question. On n'arrive jamais au niveau 6, mais simplement de vous faire comprendre que cette gradation est vraiment importante à considérer lorsque vous composez une épreuve. Nous avons sollicité des vœux de la part des étudiants qui ont passé les ECNP. Olivier nous dira à combien nous en sommes. Et puis, nous commencerons la simulation de l'appariement de façon à offrir des solutions aux décideurs. Donc, je vous rappelle que 60% pour le A1, B1. Donc, je vous rappelle, et là encore, c'est source de questions, que pour l'appariement et donc le passage dans le 3e cycle, la note qui sera prise en compte, ce sera l'évaluation des A1, c'est-à-dire de septembre, plus les notes de B, les 10e de rang B, obtenues en septembre.
Si le A1 est inférieur à 14 sur 20, l'étudiant repassera en janvier de la même année, 6e année, une deuxième épreuve où il y aura du A et un peu de B, mais il faudra simplement que sa note de A2 soit supérieure à 14 sur 20, cette note de A2 ne servant qu'à valider les A, mais ne sera pas pris en compte, sinon, vous l'avez compris, il y a une rupture d'équité. La validation des grands domaines par les Écosses sur une pondération de 30%, et le parcours, vous le savez, c'est 10%, ça n'a pas changé. Alors, en ce qui concerne le certificat de compétences cliniques, quelques éléments d'arbitrage. Ce certificat de compétences cliniques sera donc une épreuve qui, pour sa fidélité, devra comprendre pas moins de 15 stations sur l'ensemble du cycle. Ce sera donc un contrôle continu d'épreuves de quelques stations, peut-être 2 ou 3 seulement, selon les facultés en DEFASM 1 l'année prochaine, qui comptera pour 30% des DEFASM 2 et 50% pour l'épreuve en DEFASM 3, en sachant qu'il faudra qu'il y ait un minimum de 2 fois 5 stations avant l'épreuve des Écosses nationales du mois de mai-juin 2024. Là encore, c'est ce que j'ai redit, l'espace de travail partagé permettra de mettre en valeur les scénarios avec leurs métriques qui pourront ensuite être utilisés par tous. Les évaluateurs seront issus de l'UFR différente pour un hauteur d'environ 30%. Je passe rapidement là-dessus. Voilà à quoi ressemblera les examens à la fois des ECN nouvelles formules sur 2 jours, avec 4 temps d'unité de composition. C'est donc compact sur 2 jours. Il y aura probablement entre 300 et 320 questions sur l'ensemble des 2 jours, avec une proportion qui va être en fait un peu plus grande de A, probablement pas loin de 40-45% de rang A et le reste de rang B. Nous garderons un 3e jour de secours s'il y a des difficultés sur les unités de composition. Un mot maintenant du Vademecum, j'ai presque terminé. Je voudrais rendre hommage au doyen Nanoufam qui nous a beaucoup animés, en tout cas activé ce groupe de travail dans lequel la mission R2C, la CNCM et nos 2 structures de tutelle, la DGCIP et la DGOS, ont contribué à ce Vademecum qui a donc été diffusé dans les différentes facultés ces derniers jours. Je vous en rappelle, voilà sa première page. Voilà donc par couleur ce qu'il convient de mettre en place dès à présent en ce qui concerne les fondements de la réforme du 2e cycle, avec un certain nombre de sites à consulter et à diffuser auprès des enseignants, ce qu'il faut mettre en place là d'ici l'été. Ensuite, le 2e chapitre, ce qu'il faut faire au mois de septembre pour pouvoir être dans le rythme favorable de l'installation de la réforme, et un 3e chapitre de ce qu'il faudra mettre en place de manière un petit peu décalée à partir de janvier-février de l'année prochaine pour pouvoir organiser les Écosses, en particulier dans les différentes années. Alors, ma dernière diapositive est celle issue du chat, en tout cas celui que j'ai constaté avant de prendre la parole. Les étudiants de 3e année auront-ils accès au nouveau programme? Mais ils ont déjà accès au nouveau programme. C'est le programme qui a été édité, publié par l'arrêté du 2 septembre 2020. Donc, si des étudiants de 3e année veulent aller voir le programme, il est édité depuis septembre 2020. Je suis un peu ennuyé par cette question parce que ça veut dire que la publicité de ce nouveau programme, qui est celui des étudiants qui sont rentrés en septembre 20 en 4e année et qui donc s'appliquera aux étudiants qui suivent, cette question montre que nous n'avons pas su faire suffisamment de publicité sur cet arrêté qui est en possession de toutes les scolarités des facultés françaises. Peut-on mélanger, 2e question, des connaissances de rang AB dans une même question s'il y a plusieurs propositions? Alors d'abord, c'est de 3, vous n'êtes pas obligé de faire 5, mais vous pouvez faire 5, mais nous savons par expérience que le 5e item est souvent faible. Donc vous pouvez faire 3 ou 4 maximum. Vous pouvez mélanger des connaissances de rang A et de rang B parce qu'il s'avère qu'il est souvent compliqué de faire un QRM homogène en A et en B. C'est d'ailleurs un exercice très étranger à la logique de ce que l'on souhaite évaluer chez l'étudiant.
Donc, oui, je vous invite à mélanger les connaissances de rang A et de rang B. Et puis, j'ai rajouté une question, enfin, un élément sur lequel je n'ai pas été interrogé, mais qui m'a vraiment fait sursauter au cours de l'expérience du mois de mars, il y a quelques semaines, sur les minuteurs et sur la croyance qu'ont les étudiants du minuteur de leur tablette. Et avec parfois des étudiants très surpris qu'en réalité, sur leur tablette, ils avaient encore 3-4 minutes pour finir leur composition, alors que le temps était très nettement dépassé. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la démonstration sur le minuteur. Je vous invite à rappeler à vos étudiants d'être très attentifs à la véracité du minuteur, parce qu'en réalité, il n'est pas identique à celui du temps de l'examen. Donc, de bien rester attentif aux annonces qui sont faites dans les jurys locaux, moins 10 minutes, moins 5 minutes, puis fin d'épreuve. Les étudiants doivent apprendre à gérer leur temps et que voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les tests sont utiles pour permettre aux étudiants de s'entraîner aux conditions du concours du mois de juin. Voilà, je reste à votre disposition. J'ai fini, Olivier, de ma présentation. Merci. Merci beaucoup Marc. Hein. Ça nous a fait voilà, cette rétrospective, plus l'outil derrière, etc. On voit bien ce qui est en train de se profiler. Donc, il y a des questions, tu as répondu, moi aussi j'ai répondu au fil de l'eau. Ce que je propose, c'est qu'on avance un petit peu parce qu'il y a des questions là qui sont émergées sur la plateforme CIDES et puis évaluation. Et donc, je propose qu'on continue dans le diaporama et que je réponde à ces questions. Alors, une des questions, on va y revenir, c'était au sujet de l'utilisation de la plateforme CIDES durant l'été. Donc, vous avez bien compris les dates que je vous ai données. Donc, on pouvait l'utiliser jusqu'au 31 juillet dans sa forme actuelle. Et au-delà, au cours du mois d'août, il faudra utiliser la nouvelle plateforme. D'accord ? Donc, ça, il faut et je vais y revenir, mettre en place un plan d'action justement autour de ça dans chaque UFR, avec autour du doyen, mais aussi des assesseurs et des scolarités pour voir quel est l'impact de ça. En théorie, il y a une continuité de service et il y aura toujours une plateforme fonctionnelle. Simplement, pour être opérationnel en août, il faut avoir anticipé les choses un petit peu avant. Et s'il y a des cas particuliers dans certaines universités, on est tout à fait disposé à en discuter, de voir ce qui est possible. Donc, première étape, une fois que vous avez ces dates-là, vous travaillez en interne et vous faites un état des lieux. On peut organiser, vous aider pour mettre une campagne, pour bien vous aider, pour que ce soit synchronisé. Et si vous êtes en grosse difficulté, ben là, vous revenez vers moi en particulier. Et à ce moment-là, on travaillera chaque UFR qui en ont vraiment besoin séparément. Voilà. Je pense que j'ai répondu en partie à cette question-là. Il y a une question sur les archives des données. Donc ça, il faut savoir qu'on a déjà en archive toutes les questions qui sont sur CIDES, toutes les épreuves aussi. On a tout en réalité sous forme d'archives et il est prévu que ces archives, au moins pour ce qui est des questions saisies dans l'ISD, l'interface de saisie des dossiers homologiques, eh bien, soient accessibles pour assez rapidement justement pour aider à créer des épreuves. Mais là aussi, ça ne va pas être instantané. On doit faire un choix sur des termes de durée et de période. Et ça, là aussi, dans votre plan d'action, essayez de bien retrouver ce que vous voulez déjà utiliser, etc. Mais si vous avez prévu des questions en août, c'est dommage de lancer les enseignants sur la plateforme actuelle parce que du coup, ce contenu-là, c'est pas sûr qu'on l'ait immédiatement une fois qu'il est saisi sur CIDES. Il y a un certain délai pour passer d'un environnement à l'autre en termes d'archives. Hein, voilà. Ensuite, il y avait une question sur les ECNI. L'ECNI, donc sur l'interface ECNI, bon, l'interface ECNI, c'est une interface pour les étudiants, mais elle reste assez similaire. Et il y a des discussions au niveau national sur l'harmonisation des plateformes. Là, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, mais voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait un travail collaboratif sur le fait d'homogénéiser aussi les étudiants pendant les ECNI, en sachant qu'il existe aujourd'hui déjà une petite différence entre les deux.
Il y a eu une question sur la migration sur Apogée. Alors, Grégory, je sais que c'est sur les tablettes. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ce qui est prévu là-dessus? Alors, notre architecture va permettre effectivement de faire des échanges de données. Alors, ce n'est pas ce qui sera développé en tout premier. Donc, on va être aujourd'hui à grosso modo avec ce qui est fait au niveau de la solution actuelle. Et notre objectif, c'est effectivement d'aller plus loin. On est notamment en relation avec l'équipe de développement qui travaille sur le logiciel qui va remplacer Apogée. Voilà. Donc, voilà. À très court terme, non, mais oui, c'est prévu, quoi. Alors, je vois une question sur la migration des données. Je crois que j'ai répondu. La migration des questions d'évaluation, elles vont migrer dans un premier temps. Ensuite, plus tard, les évaluations migreront et on aura nos archives chacun depuis 2013. Si après, vous avez des cours sur la plateforme, etc., ça fait partie de votre plan d'action. Là aussi, on peut vous aider. Si vous avez utilisé la plateforme pour mettre de l'e-learning, il faut qu'on vous accompagne aussi là-dessus si besoin. Alors, voilà, s'il y a d'autres questions, quelqu'un a levé la main? Ouais. Olivier, je peux peut-être répondre à certaines questions du chat, si c'est le moment ou plus tard. Quelqu'un a levé la main, mais je ne sais pas qui c'est. Mais vas-y, Marc, je t'en prie. OK. Il y a une question sur l'interface Futur CIDES et celle des épreuves de CNI. Effectivement, nous sommes actuellement en discussion avec l'opérateur qui sera choisi officiellement de façon à ce que l'interface CNI soit adaptée aux nouveaux outils d'ossimologie. Je ne peux pas vous dire quelle va être s'il y aura une différence supplémentaire. Elle ne sera vraisemblablement pas très grande parce que l'idée est quand même de maintenir des étudiants dans un environnement qui leur soit familier. La bibliothèque commune sera-t-elle accessible gratuitement à toutes les universités? Je vous rappelle que l'UNES, c'est notre espace de travail commun. Donc, les universités qui sont dans le GIP de l'UNES, de façon tout à fait logique, auront accès à cette bibliothèque commune. Ensuite, il y a une question beaucoup plus intéressante, en tout cas sur le plan de la construction, sur les modifications des enseignements théoriques actuels au paradigme d'apprentissage. Et là, il y a une des manières d'aborder ce problème, et la manière la plus logique dans ce que nous voulons faire, c'est de mettre les situations professionnelles de départ au centre de votre offre pédagogique. Et à partir du moment où vous organisez, alors vous pouvez le faire soit par grand domaine attendu d'apprentissage, soit vous pouvez le faire de manière disciplinaire, comme ça se fait depuis 500 ans, la cardio, puis la pneumo, mais vous pouvez faire tout à fait différemment. Vous pourriez faire logiquement douleur thoracique, sans que vous ayez forcément à recommencer douleur thoracique lorsque vous abordez l'embolie pulmonaire, le pneumothorax ou l'infarctus du myocarde. Après, à partir du moment où vous n'êtes pas vous centrez pas sur des items de connaissances qui sont finalement ce dont l'étudiant a besoin de maîtriser pour pouvoir démontrer qu'il est capable de résoudre un problème. Si vous ne mettez plus les items de connaissances comme l'alpha et l'oméga de votre offre pédagogique, mais que vous démarrez sur des situations de départ, d'emblée, l'état d'esprit sera différent parce que vous aurez d'emblée à apprendre à vos étudiants à résoudre des petits problèmes. Et ensuite, vous pourrez faire référence ou paraphraser sur les fiches LISA ou pointer des éléments particuliers, des domaines clés sur lesquels les étudiants sont régulièrement en difficulté. Ça, les enseignants le savent, qu'il y a certains éléments de ce qu'ils doivent maîtriser qui sont difficiles parce qu'ils sont complexes, parce que le raisonnement est un petit peu plus difficile à faire passer chez les étudiants. Mais si vous restez sur les items de connaissances, vous n'aidez pas à migrer d'un paradigme d'enseignement à un paradigme d'apprentissage. Alors, la Banque nationale d'entraînement en 2021, Olivier va compléter. Je voudrais dire que nous, au Conseil scientifique, nous sommes extrêmement sévères sur la qualité de cette Banque nationale d'entraînement et que si ça ne tenait qu'à nous, nous supprimerions toutes les questions qui ont plus de 2 ans d'âge. Parce qu'il y a là des questions qui en fait rendent un très mauvais service aux étudiants. Je pense à des questions qui sont déjà très anciennes, pour lesquelles la cotation étudiante est une cotation qui est fondée sur des éléments qui ne sont pas forcément
utile pour leur formation et que si ça ne tenait qu'à nous, en tout cas au conseil scientifique, le message que nous on fait passer entre les lignes, c'est que des questions de plus de 2 ans, et on encourage les étudiants à ne pas s'entraîner dessus parce qu'elles ne sont pas dans le sens de l'évolution que vous avez tous repéré au conseil scientifique depuis 3 ans. Qu'adviendra-t-il de la LCA? Bien, la LCA continuera à être une demi-journée telle que vous la connaissez. Alors, il y aura vraisemblablement une adaptation qui va être essentiellement une adaptation cosmétique plus qu'autre chose, mais je reviendrai vers vous dans les prochaines semaines pour vous livrer les réflexions du conseil scientifique. Je confirme effectivement, mais il faut s'habituer aux arbitrages, je confirme bien que le niveau minimum que les seuils des étudiants dans les notes A sera bien de 14 sur 20 et non plus de 16 sur 20, comme c'était annoncé au départ. Merci Marc, n'hésite pas. En ce qui... Ah pardon, excuse-moi, continuez. Je croyais que tu avais fini. Et puis ensuite, il y a une question sur la complexité de sang mélangé A et B. Eh bien, il faut effectivement taguer les items en A et en B. Donc, les items très importants sur lesquels vous ne négociez pas parce qu'ils sont majeurs, qui sont des items de rang A, doivent être ensuite extraits. Ils seront extraits par l'algorithme qui validera le seuil à 14 au-dessus ou en dessous. Et puis, ces performances de nos étudiants, des 9000 étudiants français, à réussir avec une note de 14 sur 20 des items de rang A, va évidemment être une situation de gestion du jury, bien évidemment, et ensuite de retour vers les collèges sur la définition des rangs A, quand finalement il y aura des difficultés majoritaires d'étudiants, ou en tout cas à performer sur ces rangs A à 14 sur 20. En principe, un rang A, sur le plan docimologique, est une connaissance maîtrisée à plus de 16 sur 20 sur la majorité d'une promotion. Eh bien, nous verrons, je pense que c'est tout à fait logique que dans les premières années de la réforme, on ait facilité cette appropriation du rang A par les étudiants à 14 sur 20. Voilà les questions que j'avais retrouvées sur le chat et qui, j'ai l'impression, me concernaient. Et puis, pendant que je parlais, il y a évidemment d'autres questions, mais oui, Marc, je suis prêt à refaire un retour. Super Marc, merci. Il y a des questions peut-être plus pour Grégory. Il a commencé à répondre sur l'impact, mais effectivement, on a beaucoup d'informaticiens aujourd'hui avec nous. Il s'interroge. Grégory, est-ce que tu peux répondre à... Oui, j'ai répondu un petit peu par chat, mais en fait, l'idée, c'est que en termes de configuration de tablette, ça ne change fondamentalement rien par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. On garde les mêmes compatibilités en termes de logiciels. En termes de configuration tablette, on va même plutôt élargir le spectre en validant les tablettes, notamment Android. Et voilà, en gros, ça va être un changement d'URL pour la faire simplement. Et en fait, concrètement, on prévoit d'avoir des ateliers spécifiques, un atelier spécifique une fois avec les services informatiques et de mettre à disposition dans le player une épreuve en auto-inscription, voilà, pour que les gens puissent aller jouer l'épreuve. Alors déjà pour se familiariser avec l'interface et puis pour justement jouer avec les tablettes, envoyer tout le monde dessus, voilà, faire quelques tests, que chacun puisse en autonomie faire ses tests. Grégory, la fédération d'identité, strictement rien ne change. Hein. Alors non, à très court terme, rien ne change. Mais notre objectif, alors là, si on regarde un petit peu plus loin dans le temps, l'UNES travaille sur un nouveau système d'authentification. Soit l'idée, c'est que soit on utilise Shibboleth parce qu'on a un compte, soit on n'a pas de compte ou pour une raison X. Dans ce cas, on va sur une interface, on met une adresse mail qui est connue du système. Donc c'est soit une adresse mail personnelle qui aurait été rentrée, soit une adresse mail professionnelle. Et sur cette adresse mail, on reçoit un lien crypté de connexion. Donc on clique dessus et on est connecté, on est logué. Voilà. Et ça devra marcher aussi pour cette interface pour jouer les examens, ce qui va permettre notamment que la plateforme soit utilisée dans le cadre d'examens, par exemple de DU, pour des personnes qui ne sont pas forcément inscrites à l'université, qui n'ont pas forcément de compte universitaire dans le CAS et qui quand même pourront faire des examens. Alors, ce n'est pas prévu pour tout de suite. On vise plutôt la fin de l'année 2021. Mais voilà, c'est dans les tablettes.
Après, Grégory, une question, je pense que ça ne change rien, mais c'est quel est le rôle des DSI et des services TIS? Ça, je pense que chaque établissement a son organisation. A priori, on change juste d'outil, on n'invite personne à changer son organisation. Mais Ah non, c'est ça, oui. Grégory, tu as une remarque là-dessus? Non, mais alors, je pense que tu en parles un petit peu plus tard sur les correspondants, mais l'idée, c'est un petit peu de bien remettre les choses comme elles étaient peut-être au lancement du premier CIDES, qu'il y ait vraiment par université un correspondant avec voilà, une casquette informatique, avec une casquette pédagogique, avec une casquette scolarité et une casquette d'ingénierie pédagogie, parce qu'il y aura des ateliers spécifiques, potentiellement des diffusions d'informations spécifiques sur ces différentes typologies de personnes. Voilà, sachant que nous reconnaissons, nous, le rôle de chacune de ces personnes, les délégations qui doivent leur être données dans les différents outils pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Et voilà, et donc c'est pour ça que avoir ces réseaux de correspondants est extrêmement important, et donc vous allez être sollicité pour bien remettre d'équerre tous ces réseaux-là et pour les faire vivre. Et nous sommes en train de préparer justement une interface au sein de l'écosystème du UNES pour que facilement vous puissiez faire vivre ces correspondants dans le temps. Grégory, d'autres questions, mais c'est vrai que dans la suite, on va vous parler du plan d'action, hein, mais par contre, l'authentification reste donc via le CAS des institutions et non pas via Chiboulette. Ah non, là tout est fait via Chiboulette. Donc concrètement, c'est plus simple pour vous, puisque l'idée c'est que les personnes se connectent via Chiboulette, et il n'y a pas tout le lien avec le CAS à faire qui était à faire lors de l'ancienne plateforme. Voilà. Alors, il y a Cécile qui nous interroge encore sur nous pourrons gérer nos populations d'utilisateurs. Oui, bien sûr. Et justement, nous travaillons justement sur l'interface pour pouvoir créer les groupes, les différents groupes d'utilisateurs, que ces groupes soient utilisables pour l'aspect évaluation, mais qu'ils existent aussi dans le portfolio, qu'ils existent aussi dans CIDES-NG, qu'ils existent partout. Et donc, c'est l'avantage d'avoir un écosystème complet. On va pouvoir, sur des éléments de référentiel comme ça, faire circuler et faire voilà, utiliser partout les groupes qui ont été créés. Ok, moi je vous propose, là on a fait une première salve de questions, donc on continue. Voilà, c'était... alors, où est-ce qu'on en est? La création et gestion des évaluations, ça c'est un peu plus pour les scolarités qui vont, et encore que ça peut être à la main dans le studio, qui permet très clairement de créer des épreuves de façon assez intuitive aussi, voilà, où on met le nom de l'examen, la date, le début, la durée, quelques éléments aussi de traitement des questions de façon générale. Donc, je vais assez vite parce qu'on voudrait avancer surtout sur le plan d'action qu'on vous propose. Et là, c'est pareil, on peut rechercher des questions qui existent pour venir alimenter votre épreuve. Il y a tout un outil de collaboration de co-auteurs et de relecteurs. C'est assez intéressant d'avoir défini des relecteurs. Et puis, les fameuses bibliothèques aussi de listes dont on vous a parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas envie de trop m'étendre sur ces listes-là. Donc là, Grégory ou Jean-Charles, je vous laisse la parole sur l'assistance. Oui, donc en gros, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va mettre en place tout un système qui permet de mieux formaliser le support de niveau 1 et le support de niveau 2. L'UNES se positionnant naturellement en support de niveau 2 et la faculté, les personnes de proximité en support niveau 1. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir en support de tout ça une application ciblée par rapport à ça. Et donc, parallèlement à tous ces éléments-là, comme ça a été demandé au niveau du chat, on a besoin, parallèlement au lancement de cet outil, d'informer, de former et d'aider les utilisateurs. Voilà. Donc, ce que l'on a prévu, c'est la mise en place d'un site web où vous retrouverez toutes les informations sur le planning, sur les différentes étapes, sur les plannings de formation aussi, sur ces différents éléments. Comme je vous l'ai dit, on va faire des ateliers, des groupes d'échange avec les différents correspondants facultaires selon des profils ciblés. Voilà. Parce que quand on va commencer à rentrer dans le détail d'utilisation des outils, ben voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir tout le détail des outils, et c'est pour ça qu'il faut avoir des approches un petit peu ciblées par rapport aux différents métiers.
On met en place aussi au sein de l'UNES, alors ça c'est de façon un peu plus globale, ce qu'on appelle les rendez-vous de l'UNES. Tous les premiers vendredis de chaque mois, ce sera un point de rencontre. Donc, quelque part aujourd'hui, on commence les rendez-vous de l'UNES, c'est le premier aujourd'hui. Et donc, tous les premiers vendredis de chaque mois après-midi, il y aura une réunion et ce sera l'occasion soit de parler des nouveautés, des différents éléments autour de l'écosystème, de parler des formations, de parler aussi globalement, de faire des retours d'expérience d'usage. Voilà, les thèmes sont très très vastes, très ouverts, mais c'est un point de rencontre régulier que l'on met en place parce que les choses vont vite, les choses vont aller de plus en plus vite. Le périmètre de l'UNES est très large et donc c'est important que globalement notre communauté sache que le premier vendredi de chaque mois, il y a un rendez-vous. Nous mettons aussi en place une newsletter dédiée, alors ce n'est pas une newsletter institutionnelle de l'UNES, mais une newsletter vraiment dédiée à tout ce qui se passe d'un point de vue pédagogique autour de l'UNES, que ce soit au niveau des évolutions techniques, mais surtout aussi de tout ce qui est l'offre pédagogique autour, tous les projets pédagogiques qu'il peut y avoir. Voilà, c'est vraiment une newsletter et notre objectif est de communiquer des petites newsletters, ce ne sera pas 15 pages, ce sera un paragraphe, mais avec des informations ciblées et de façon assez régulière. Alors pour l'instant, elle n'est pas en place. Nous espérons la mettre en place d'ici fin avril. Alors, pour l'instant, on est sur des questions de communication, mais ça va arriver. Et vous serez invité à vous y abonner, sachant que ce sera comme une newsletter, abonnement et désabonnement complètement libre. Comme cela a été dit, l'outil va être accompagné de tutoriels, de mallettes, de guides et de formations, de parcours de formation qui vont être certifiants. Et nous voulons des parcours de formation certifiants à différents niveaux et tout au long, je dirais, de la prise en main des différents outils. Voilà. L'objectif de ces formations, c'est pas que la prise en main de l'outil, mais c'est aussi mettre au clair un certain nombre de points autour de la docimologie, autour des façons de travailler. Donc, il y aura toujours une première partie un petit peu plus, entre guillemets, théorique, on va dire, de choses voilà, sur la docimologie, sur ce point de docimologie ou sur ce point de pédagogie, et après, la déclinaison sur la prise en main de l'outil. Nous allons accompagner ces systèmes d'auto-formation, voilà, de démarches autonomes, de webinaires, puisque voilà, le présentiel est plus compliqué, mais de webinaires, alors plus orientés travaux pratiques, quoi, voilà, avec voilà, des dates fixes, et puis les personnes qui souhaitent se connectent. Et puis, nous avons aussi conscience que les utilisateurs relais dans les universités ont besoin de matériel pour, eux, à leur tour, former les utilisateurs, les autres, les enseignants, les gens qui voient au quotidien. Et donc, notre but, c'est de fournir aussi des kits d'animation de formation, des mallettes, en fait, pour les formateurs, pour qu'ils aient aussi tous les éléments pour organiser des formations selon la géométrie qu'ils voudront leur donner. Et puis, comme je disais au début, au niveau de l'assistance, nous avons besoin d'avoir un outil qui permet d'avoir un suivi en fait entre ce qui est fait en proximité sur un niveau 1 et ce qui doit être escaladé en niveau 2. C'est-à-dire qu'on considère que nous sommes une équipe et nous devons ensemble rendre le service. Donc, c'est une équipe, c'est faculté et UNES. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'un utilisateur a une demande, il exprime la demande. En fonction des choix qu'il fait, la demande est directement acheminée en proximité auprès des bons correspondants ou au niveau de l'UNES, si c'est une question qui concerne l'UNES. Ensuite, on peut s'échanger comme ça les tickets entre proximité et centrale. Et vous, en termes de proximité, vous pourrez aussi vous échanger les tickets et faire suivre les demandes. Si finalement elle est arrivée en scolarité par erreur, c'est l'ingénieur pédagogique qui doit y répondre, ben, pouf, voilà. Donc ces outils sont simples de prise en main, ils sont extrêmement paramétrables. Et donc, avec les réseaux de correspondants, nous allons faire le paramétrage. Et c'est un paramétrage qui n'est pas forcément définitif, bien sûr, et qu'on sera amené collectivement à revoir. Sachez que cet outil a été mis en place dans la campagne d'appariement que nous venons de terminer. Et donc, ça a commencé à être rodé, pris en main par certaines scolarités et autour d'une certaine thématique. Donc, c'était un usage à période beaucoup plus restreint. Mais le principe de ce mode de fonctionnement niveau 1, niveau 2, entre le local et l'UNES, finalement, ça a assez bien marché.
Grégory, il y a M. Bellati qui a demandé à prendre la parole. Oui, bonjour à vous. J'ai juste une question par rapport à l'ancien plateforme CIDES, par rapport au groupe. Est-ce qu'il y aura un import vers la nouvelle structure ou c'est à nous de créer les groupes et injecter des étudiants? Alors, l'injection des étudiants, en gros, s'ils se sont connectés une fois, ils sont connus du système. Et nous travaillons actuellement justement aux outils pour les scolarités pour qu'ils puissent dire telle personne est dans telle promotion. Alors, il y aura une petite partie la première fois d'initialisation, et puis après, comme normalement, voilà, l'outil, nous, comme on le prévoit comme étant un environnement assez complet de travail, il y aura aussi le suivi global de l'étudiant et le fait de dire bah, celui-là passe à l'année supérieure, donc il sera automatiquement transféré dans l'année supérieure. Voilà, tous ces outils-là sont en cours de finalisation et voilà, on travaille avec des scolarités là en preview, voilà, un certain nombre de choses. Et donc il y aura effectivement un certain nombre d'initialisations à faire. Mais voilà, une fois qu'après c'est initialisé, ça vit et ça va suivre son cours. On est déjà Est-ce bien avancé sur ces éléments-là. est-ce qu'on va obliger l'étudiant en fait à se connecter d'abord la première fois sur UNES ou est-ce que ça reste comme avant? Ça veut dire qu'on peut importer les étudiants à partir de la Oui, base de scolarité et qu'ils se connectent automatiquement. oui, on peut, effectivement. C'est-à-dire que soit l'étudiant, il est déjà passé par l'écosystème UNES, donc il est connu, soit il n'est jamais passé. Dans ce cas-là, la scolarité peut l'importer et au moment où il va passer, il sera reconnu et il sera mis dans les bons groupes. D'accord. J'ai une dernière question par rapport aux certifications CIDES. Est-ce que ça va rester ça sur la nouvelle Alors, plateforme? je vais répondre moi là. Donc, on a vraiment envie de renouveler la certification CIDES. Donc, ceux qui l'ont déjà passé ne vont pas le repasser. Parce que je vous rappelle que la certification CIDES, c'est que des concepts d'osmologie, mais ça fait partie des choses qu'on doit revoir avec Marc Braun et puis les responsables pour essayer d'enrichir ces certificats qui concernaient que quelques éléments d'osmologie. Donc, elle est actuellement en ligne. On va en parler juste après. Si vous voulez certifier des nouveaux arrivants, les concepts restent les mêmes, mais on est en train de travailler une nouvelle mouture. On a une question de Léonore sur la capacité de la plateforme à supporter plus de 1000 étudiants. Donc, Grégory, a priori, c'est prévu. On a même un test de charge, je crois, prochainement. Ouais, alors on a déjà fait un premier test à 100 et quelques personnes. Le serveur n'a même pas vu passer la connexion, donc voilà, ça a été, ouais, ça n'a même pas chatouillé. Et on prévoit pour avril, donc vraisemblablement durant la dernière semaine d'avril, les dates sont en train d'être fixées, un test entre 1000 et 9000 étudiants. C'est-à-dire que voilà, c'est comme tout, hein, là, on sollicite un périmètre qui doit approcher les 8-9 000 étudiants potentiels, et on sait très bien que tout le monde ne va pas se connecter. Donc voilà, on espère avoir au moins 1000 et puis peut-être plus si les gens jouent le jeu. Et donc, après, Christian, tu peux en dire deux mots, mais ce sera pas une épreuve en tant que telle, ce sera plus un questionnaire sociologique. Voilà, c'est histoire de sortir des questions bateau sur le Covid ou des choses comme ça. Et les étudiants sont impliqués, hein, et c'est Oui, les étudiants sont impliqués à la fois dans la conception du questionnaire qui sera un questionnaire sur les pratiques culturelles, sportives, de musique des étudiants en médecine, histoire de répondre à des questions qui demandent un petit peu de temps de réflexion, mais ça n'a aucun caractère validant ni discriminant ni de comparaison d'une faculté à l'autre, d'un étudiant à l'autre. On le fait grâce à l'aide de l'AMNEF et de toute son équipe. Donc voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre de bien tester la plateforme. Ok, puis on va diffuser, hein, vous avez vu, là, Grégory vous a expliqué les différents modes de communication. Là, on va continuer dans la présentation et ça va permettre de répondre à la question pas directement, mais de Cécile Chenavat sur le travail sur les cohortes et les promotions. Je sais qu'au niveau des scolarités, il y a un gros travail en amont de la rentrée pour préparer ces cohortes, etc. Ça, on va pas l'aborder tout de suite, mais voilà, ça fait partie d'un peu de votre état des lieux, de tout ce qu'il faut faire. Et bien sûr, on est à votre disposition pour vous accompagner, comme je l'ai dit, et bien définir la chronologie
il n'est pas impossible voilà, que ce ne soit pas évident de tout faire avant l'été, qu'en septembre, ce soit un peu compliqué, mais ce sera d'autant plus facile qu'on a anticipé et bien compris comment fonctionne la plateforme. Alors, je vais avancer un tout petit peu parce que c'est très important, c'est un des messages clés qu'on voudrait faire passer, c'est qu'on est quand même dans une période où la communication est essentielle, et en particulier la communication entre les équipes locales, les équipes de terrain et l'UNES, pour justement, comme on vient de le dire, vous passer les meilleures infos, vous accompagner, et afin que vous puissiez définir votre stratégie et votre campagne sereinement. Et donc, pour faire ça, on insiste beaucoup, on va relancer les doyens, et genre vos doyens, et puis vous-même, pour que dans chaque UFR, on ait un enseignant, une agent de scolarité, un ingénieur pédagogique et un informaticien qui soient nos référents pour qu'on puisse voilà, les former de façon spécifique, s'appeler les uns les autres et faire un vrai travail d'accompagnement et qu'il n'y ait pas de temps mort entre les difficultés que vous pouvez rencontrer et puis les solutions qu'on peut trouver. Voilà, donc on explique un peu à quoi servent ces personnes-là. On l'avait déjà fait pour ceux qui l'ont vécu lors de la mise en place de CIDES en 2014. Voilà, on refait à peu près les mêmes méthodes. Mais je le répète parce que certains ont eu l'impression qu'on mettait un peu de côté les scolarités, les informaticiens. Pas du tout. Pour ceux qui ont travaillé sur CIMOP, avec CIMOP apparemment, et dans le 3e cycle, et sur les affectations, vous vous êtes rendu compte de ce qu'on vise, c'est-à-dire des interfaces qui sont très ergonomiques, un lien direct avec l'UNES et une implication des personnes en responsabilité sur leur domaine d'activité de la façon la plus adaptée. D'accord ? Donc c'est important de le répéter. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, donc on va créer à partir de ce groupe, et ce sera sûrement Jean-Charles Couture qui va nous aider dans le cadre de la mise en place de ça, et toute l'équipe pédagogique. Je pense aussi à Aline, que vous connaissez tous, qui est très très présente, Aline Laplagne, et toute l'équipe pédagogique qui est mobilisée autour de ça. Tous nos développeurs, bon, Grégory l'a pas dit, mais je le dis, toute l'équipe UNES est mobilisée sur cette bascule, tout en assurant le service. Donc, ça fait partie d'un gros effort du côté de l'UNES, mais c'est normal parce qu'on veut laisser personne en difficulté. Donc, voilà, on va utiliser le portfolio, donc ça, c'est assez sympa, pour créer de l'animation autour de ces référents, avoir des documents de partage éventuellement, se mettre des liens. Voilà, l'idée, c'est que cette aventure, un peu comme CIDES au départ, soit une vraie aventure humaine et que quand même, malgré tout, on prenne du plaisir à mettre des choses en place et à travailler ensemble. Donc, les fameuses rencontres, Grégory en a parlé rapidement, mais vous avez les infos, le diaporama sera à disposition avec donc un jour fixe, des horaires qui sont fixes et des ordres du jour qui vont s'adapter en fonction des besoins. Donc, le premier, voilà, c'est parti, je crois que c'est 7 mai, ouais, donc voilà, on a les dates qui apparaissent et puis aussi la continuité qu'il faudra faire à la rentrée prochaine pour qu'on soit dans une continuité de transformation. Ok, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là, Jean-Charles ou Grégory, mais on a parlé de tout ça, de ces moyens de formation. Vous voulez ou Aline? Je sais pas, vas-y Jean-Charles. Effectivement, on va avoir un double axe de formation à la fois sur la docimologie et autour de l'utilisation pratique des outils. Donc là, on rappelle simplement les différents moyens de formation disponibles. Mais ça a été dit effectivement, il y aura les parcours de formation à la docimologie, les mallettes de formation et de documentation, les webinaires ateliers pratiques chaque semaine. Il y aura aussi des cafés pédagogiques, questions-réponses en visio qui viendront en complément des webinaires. C'est-à-dire qu'il y aura le webinaire où il y aura une formation un peu sous forme très pratique d'exercice et puis la possibilité de débriefer derrière au moment des cafés pédagogiques. Et puis donc, c'est ce qu'on vient de voir, le groupe d'échange qui servira aussi à la formation et les rendez-vous de l'UNES. Tu peux passer à la diapositive suivante. Alors attends, excuse-moi Jean, parce qu'il y a Claude-Henri Cuny qui nous interroge là. Donc effectivement, dans le chat, vous exprimez clairement le fait qu'il y a des examens qui sont prévus à partir du 15 août. 16 août, voilà, il faut qu'on s'organise avec vous. J'essaie de voir comment on fait, comment vous vous organisez pour que ces examens aient lieu dans de bonnes conditions. Donc en août, la nouvelle plateforme va fonctionner.
Par contre, il faut se l'approprier avant. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de facs comme ça, pas toutes, mais il y en a sûrement pas mal qui sont comme ça. Donc, encore une fois, c'est un travail en interne. Une fois que vous avez fait la synthèse, à travers les webinaires, les liens, etc., ou en direct, vous revenez vers nous pour voir comment on peut vous aider. Voilà, il y a effectivement des conférences qui ont lieu sur la plateforme, mais voilà, sur les conférences où les étudiants se connectent, ce sera des épreuves en accès libre. Là aussi, il faut qu'on étudie la faisabilité de ça pendant l'été pour ces étudiants-là et voir à quoi ça correspond. D'accord? Alors, tout le monde est un peu dans cette situation, hein, on en est tout à fait conscient, hein, voilà, mais on met tout en œuvre pour que ça fonctionne. Alors, Jean-Charles, tu voulais continuer sur la certification? Oui, pour rappeler que dans les parcours de formation, effectivement, il y a la certification CIDES. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, la certification va évoluer avec la nouvelle docimologie. Donc là, on reste sur la partie des questions de base, on va dire. La diapo suivante est centrée sur un parcours de formation aux ECOS qui est en cours de construction, géré par Eva Fegerlova, Emmanuel Moussier et puis côté UNES par Agatha Urbanksik. Donc, c'est en fait un parcours dédié aux ECOS qui est constitué de quatre parcours. Un parcours autour de la formation des tuteurs, les examinateurs, un parcours de formateurs et de patients simulés, pour les formateurs de patients simulés, un parcours pour les patients simulés et puis un parcours étudiant moniteur. Donc ça, c'est toute une partie donc de formation à la docimologie qui sera disponible dans les mois à venir. Tu peux passer à J'insiste sur ça pour les Écosses. Marc, pour beaucoup, Marc Braun a supervisé tout ça, mais avec des vraies équipes motivées qui ont créé du contenu. Ces formations sont en ligne ou pratiquement accessibles. C'est un véritable outil de formation sur les Écosses qu'il va falloir animer dans chaque établissement pour justement certifier les gens, s'assurer qu'ils ont bien compris que c'était les Écosses et les former. Hein, et avec des parcours à la carte pour éviter de se taper toute la formation si on n'est pas intéressé. Voilà, donc ça, c'est un exemple de parcours avec des contenus et puis donc la possibilité de suivre sa progression. Donc, les étudiants, les enseignants deviennent des étudiants, c'est très bien, la boucle est bouclée. Et sur la suivante, donc là, on a un type d'exercice, en fait, c'est à nouveau sous la forme on va dire, d'exercice, finalement, d'entraînement. Le principe étant de montrer une vignette vidéo donc d'ECOS. Avec une grille d'évaluation, on va remplir la grille d'évaluation. On va pouvoir comparer ces réponses par rapport à un panel d'examinateurs qui ont déjà passé, qui ont déjà évalué cette station d'ECOS. Et on va avoir une réflexion autour de sa propre pratique, du coup, pour améliorer son évaluation. Voilà, donc c'est le principe général, ce sont des vignettes sur lesquelles on va s'entraîner. Et donc, il y aura donc une alimentation par le groupe de travail ECOS de différentes vignettes pour couvrir l'ensemble des types de stations à venir. OK. Après, donc les mallettes. On reparle des mallettes et surtout l'important sur cette diapo sont les webinaires. Et donc, à partir du 7 mai, on va annoncer donc le lancement du studio. Et immédiatement, à partir de la semaine du 10 mai, on va avoir des webinaires d'accompagnement sur le studio. Il y aura deux types de webinaires. La semaine du 10 mai, on va avoir donc un premier webinaire d'information générale qui expliquera le fonctionnement modulaire de CIDES UNES Évaluation. Donc, il y aura cet atelier sera accessible 2 fois dans la semaine par visioconférence. Et puis, dès la semaine d'après, on aura donc 2 webinaires pratiques là, autour de la conception des éléments d'épreuve et la possibilité de débriefer ces webinaires au cours de 2 cafés pédagogiques. Donc, il y aura potentiellement 4 possibilités de se former et d'échanger autour du studio dès la mi-mai. Ok, donc vous voyez qu'il y a pléthore de moments pour vous former, pour former les autres avec des kits. Il y a un vrai savoir-faire avec l'équipe d'Aline Naplan qui ont mis à disposition, que vous connaissez, ces kits qui permettent de former d'autres personnes au sein de l'équipe et d'être assez autonome aussi là-dessus. Aline a noté un message important dans le chat sur le fait que le studio sera ouvert la semaine du 10 mai.
voilà, et que donc du coup, on pourra effectivement à cette date-là commencer vraiment à saisir des questions. Et donc là, l'outil sera présent à ce moment-là. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les réseaux que vous connaissez déjà. L'équipe de l'UNES, pour certains, vous les connaissez très bien. Voilà, ça s'est toujours très bien passé. Ça va être un effort, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un effort collectif et vraiment, ça en vaut la peine. Voilà, la gestion d'assistance, alors ça, je ne sais pas qui va intervenir. Donc ça c'est l'outil, effectivement. L'idée étant de gérer les demandes d'assistance par l'intermédiaire de tickets, donc qui seront formulés sur un outil. On en a déjà parlé. Mais du coup, cet outil, notre objectif, c'est vraiment de l'ouvrir avec les correspondants à partir de septembre 2021. Voilà. Donc, ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser pour vous former tout de suite, mais bon, ça, c'est quand même une évolution fonctionnelle. Alors, oui, voilà l'interface qui a été proposée. Hein. Rien d'exceptionnel. C'est vraiment un système de suivi, de gestion de tickets. Et je pense que c'est important pour tout le monde, ça, d'avoir un truc très professionnel, même si j'en profite pour remercier 1000 fois l'équipe support de l'UNES qui fait un travail extraordinaire sans outil de gestion de tickets, genre du moins ouvert à tout le monde parce qu'ils ont leur système interne et c'est tout à fait, voilà, on se professionnalise là-dessus avec des coordonnées, l'accessibilité.